Vous écoutez Les Grands Explorateurs, épisode 4, La Pérouse. 1782, la guerre d'indépendance américaine fait rage. La France, qui soutient l'Amérique, prend sa revanche contre l'Angleterre. Dans cette guerre outre-Atlantique, un officier français s'illustre pour ses victoires et son sens de l'honneur. La paix retrouvée, Louis XVI a de grandes ambitions pour donner à la France un nouvel éclat. Ce siècle des Lumières l'inspire et il est passionné de géographie. L'horlogerie vient de faire des progrès considérables. Grâce à elle, les longitudes peuvent être déterminées et avec les latitudes, elles permettent aux navigateurs de se positionner avec précision à la surface du globe. Au service des archives de la marine au château de Vincennes, Alain Morgat, conservateur et spécialiste de cette époque. Vous avez ici sous les yeux un très bel ouvrage aux armes royales, ce qui démontre qu'il est sûrement passé sous les yeux de Louis XVI. Ce document, c'est un recueil de gravures du voyage de Cook, qui est le marin explorateur, découvreur modèle du XVIIIe siècle. Donc pourquoi je vous montre ce document alors que nous sommes ici pour parler de la Pérouse? C'est parce que la Pérouse, c'est la réplique française à Cook. Louis XVI veut mettre sur pied une expédition qui soit du même niveau que celle de Cook. Toutes les académies de sciences et de marine sont mises à contribution pour préparer ce formidable voyage. À sa tête, le roi Louis XVI nomme Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse, qui a l'avantage d'inspirer également le respect des Anglais. Et ces qualités humanistes qu'a démontrées la Pérouse séduisent particulièrement le roi. C'est sans doute la partie la mieux connue des instructions royales remises à la Pérouse en juin 1785, où le roi demande instamment qu'aucune violence ne soit faite aux populations locales rencontrées. La préparation est minutieuse. Et en passionné de cartographie, Louis XVI fait établir 3 cartes magistrales. Une fois assemblée, elle figure la demi-hémisphère de la Terre centrée sur le Pacifique. Elle retrace toutes les circumnavigations depuis 250 ans, de Magellan à Cook, en passant par Bougainville. Quelques zones d'ombre demeurent. L'Australie, bien sûr, mais aussi la mer du Japon, dont la côte de Tartarie est totalement inconnue. Et la côte nord-américaine, sur laquelle on aimerait bien trouver une voie de pénétration vers la baie d'Hudson. Et pourquoi pas un passage. Jamais pareille entreprise d'exploration ne fut préparée avec autant de professionnalisme. 5 mois suffiront à tout rassembler et c'est de Brest que le départ sera donné. Mais cette fois-ci, le roi veut s'enorgueillir d'une trop belle intention. Sa Majesté regarderait comme un des succès les plus heureux de l'expédition qu'elle put être terminée sans qu'il eût coûté la vie à un seul homme. À bord de la boussole et de l'astrolabe, 250 hommes triés sur le volet, dont 17 scientifiques se partagent l'exiguïté des 2 vaisseaux. Le passage du Cap Horn se passe pour le mieux. Les scientifiques sont impatients de collecter, calculer, observer, découvrir, bref, de comprendre le monde. Mathématiciens, astronomes, naturalistes, géographes, météorologistes, physiciens, botanistes, horlogers et dessinateurs accomplissent une moisson d'informations sans précédent dans l'histoire des explorations. Le voyage se passe admirablement bien, malgré la frustration des scientifiques vis-à-vis des escales trop courtes imposées par la Pérouse, qui tient également à accomplir le volet politique et stratégique de sa mission.
En effet, il s'agit pour lui de trouver le meilleur endroit pour l'embarquement des fourrures chassées par les Français en Amérique du Nord. Une large baie s'ouvre à lui qu'il baptise le port aux Français. Dans ses nouvelles fonctions de directeur du Centre océanographique de Monaco, véritable temple de l'exploration, Jean-Louis Etienne a non seulement l'expérience du Grand Nord, mais comme la Pérouse, il sait ce qu'implique un tel voyage aux multiples exigences. La Pérouse a sur sa feuille de route qui lui est donnée par Louis XVI le soin d'explorer le Grand Nord. Il y a déjà été, la Pérouse, il connaît, il a été en baie d'Hudson, donc il connaît ces terres hostiles, souvent encombrées de glace, et il part tout de suite là-haut pour des raisons simplement de saison, parce qu'il y a une saison au-delà de laquelle on ne peut plus monter très haut. Et donc il part là-haut, il a double mission, explorer géographiquement, et moi je pense qu'ils ont en tête tous les deux de trouver ce fameux passage du Nord-Ouest qui va faire le lien entre l'Europe bien sûr et le commerce avec la Chine qui est très prometteur, en évitant ce passage du Cap Horn qui était extrêmement redouté. Mais le 13 juillet vers 7h du matin, au cours d'un relevé hydrographique, une première chaloupe de 11 hommes est prise dans le courant d'une marée qui fait déferler l'entrée de la baie. Une deuxième chaloupe de 10 hommes vole à son secours. Il n'y aura aucun survivant. C'est terrible quand on perd un équipier, je le vois aujourd'hui, ça m'est par chance jamais arrivé, mais ceux qui perdent un équipier, donc il en perd 21 au cours d'une manip, c'est terrible, et donc il repartira là, peut-être avec un sentiment d'échec, oui. Le port aux Français est abandonné. Le voyage et les découvertes de la Pérouse reprennent. Le cap est mis à l'ouest pour évaluer le commerce des fourrures achetées auprès des Indiens d'Alaska pour les vendre aux Chinois. C'est un nouveau revers et même une honte pour les marchands européens qui sont méprisés par les mandarins. La Pérouse ne perd pas un instant pour explorer des côtes jusque-là non cartographiées. La boussole et l'astrolabe font escale au Kamtchatka, dans la ville fondée par Vitus Bering. Il reste un peu de place pour mettre les documents. C'est l'occasion pour les scientifiques de débarquer les précieux rapports de leur découverte et de les confier à un messager pour leur acheminement jusqu'à Versailles. C'est le jeune de Lesseps, oncle de celui qui construira le canal de Suez, qui se chargera de cette mission de confiance. À 22 ans, il parle très bien le russe, et sa fonction sur les bateaux devient dérisoire, étant donné que la suite du voyage prévoit de plonger dans l'hémisphère sud. « 13 mois seront nécessaires à de Lesseps pour rallier Versailles. Mais il est trop tard pour la gloire de Louis XVI, qui vient d'être décapité. » Le trésor, peut-être principal, qui est remis à Lesseps lors de cette escale. Alain Morgat, directeur des archives départementales de la Haute-Marne. C'est le résultat des travaux des scientifiques de l'expédition. Donc là, vous avez un très bon exemple, un très bel exemple de dessin de botanique. Et là, une coupe représentant des oursins. Et finalement, ces dessins sont la seule trace qui subsiste de ce travail, à côté des comptes rendus, des rapports et des lettres qui ont pu être aussi ramenés par Lesseps. Les cartes également portées par de Lesseps dans la malle sont plus précieuses encore et plus confidentielles. Notamment celle de la mer du Japon jusqu'en Tartarie, dont les points remarquables sont désormais jalonnés de noms français. On sait que dans cette partie de l'océan équatorial, il existe une zone parsemée d'îles qui sont sur le globe terrestre, ce qu'est la Voie lactée dans le ciel. C'est avec ces mots que la Pérouse décrit sa traversée de la Micronésie et de la Polynésie. Mais derrière ce lyrisme se cachent 68 jours de mer sans escale, dans la moiteur malsaine du climat équatorial. Pour avoir, moi personnellement, été médecin sur Penduxis avec Tabarly dans le Pacifique, on avait passé 3 mois. Jean-Louis Etienne, directeur du Centre océanographique de Monaco. On avait presque tous des abcès. En tant que médecin, j'ai incisé des abcès de staphylocoque, pratiquement tous, moi aussi.
alors qu'on était dans des bonnes conditions, on mangeait bien, on était en bonne santé, donc c'est les conditions d'humidité, de chaleur qui créent ces conditions. Et surtout, ce qui était le grand facteur de dissémination des équipages, c'était le scorbut. Le scorbut, qui a été découvert après, la cause a été découverte après, c'est la carence en vitamine C. La vitamine C, c'est celle qu'on trouve dans ce qui est vivant, dans les fruits, dans les légumes. Il est évident que dès qu'on se rapprochait des côtes tropicales, le scorbut disparaissait. Donc il y avait un lien entre l'alimentation et cette maladie. La Pérouse décide de se ravitailler en produits frais sur une île des Samoa. L'endroit où s'effectuaient les derniers échanges sera baptisé l'anse du massacre. Pour des raisons futiles de troc de dernière minute, près de 1000 sauvages lapidèrent et massacrèrent le détachement mené par le commandant de l'Angle. Et là, la Pérouse vraiment bascule complètement. Alain Morga, directeur des archives départementales de la Haute-Marne. Pour lui, même ce que lui avait dit le roi, qui est pourtant son maître, de n'user d'aucune violence, d'essayer de nouer des liens d'amitié avec les populations locales, il en vient à douter parce que cet événement a été particulièrement tragique et s'est traduit par la mort de presque une dizaine de membres de l'expédition. Sans avoir pu se venger, la Pérouse reprend la mer pour Botany Bay. Il y rédige ses dernières lettres, dépité d'un tel acharnement du sort. Je n'aurai donc que des malheurs à vous annoncer, mon cher Florieux. Et ma plus extrême prudence est sans cesse déconcertée par des événements impossibles à prévoir, mais dont j'ai toujours eu en quelque sorte un secret pressentiment. Adieu, je vous embrasse et vous aime de tout mon cœur. À Botany Bay, en Australie, la Pérouse ne peut que constater l'occupation des lieux par 11 navires anglais qui le précèdent de 5 jours. Ils y déportent 750 Anglais, hommes, femmes et enfants, indésirables dans leur patrie. Il s'agit de la première colonie de Sydney. La Pérouse, qui jouit du respect des Anglais, en profite pour leur demander un service. Toutes les nouvelles de l'expédition française entre le Kamtchatka et l'Australie sont contenues dans ce paquet confié aux Anglais et priés de le remettre aux premières autorités françaises rencontrées, ce qui sera chose faite. La Pérouse quitte l'Australie en direction de la Mélanésie. Au large des îles Salomon se lève une tempête d'une formidable violence. Des récifs se dressent et malgré les manœuvres désespérées, le naufrage ne peut être évité. Les survivants ne parviendront jamais à s'arracher de l'île de Vanikoro. Mais ces rescapés laisseront la trace de l'incroyable aventure de l'expédition La Pérouse. Vous venez d'écouter Les Grands Explorateurs. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Grands Explorateurs est un podcast coproduit par Initial Studio et Grand Angle Productions, adapté du documentaire audiovisuel Les Cartes des Grands Explorateurs, coproduit par Grand Angle Productions et France Télévisions, réalisé par Gilles Kebaili, écrit par Guillaume Pérez et Gilles Kebaili, produit par Jean-Luc Millan et raconté par Herlé Jouon. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Benjamin Septemours.